La croissance de la population des chevreuils en Gaspésie. La meilleure façon de déterminer la population de chevreuils en Gaspésie parmi le comptage direct, l'échantillonnage et la capture-recapture est cette dernière. En effet, la méthode de capture-recapture consiste à capturer et marquer un certain nombre d'individus, puis, disons 1 an plus tard, en capturer à nouveau un plus grand nombre pour analyser ceux ayant déjà une marque et ceux n'en ayant pas. En répétant ces étapes, on peut facilement déduire la tendance de la population. Il faut utiliser cette méthode au lieu d'une autre car le comptage direct serait beaucoup trop compliqué puisque les chevreuils sont très nombreux et se déplacent constamment. De plus, la méthode d'échantillonnage ne peut pas s'appliquer parce que les individus sont placés aléatoirement. Ils pourraient tous se tenir dans les mêmes environs au même moment ou complètement le contraire, et ils se déplacent constamment. J'ai ajouté un exemple de calcul pour cette méthode. Donc, pour avoir une idée juste d'une population, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. En effet, il ne faut pas seulement tenir compte du nombre d'individus, mais aussi la taille du territoire sur lequel ils vivent. Voici un exemple de calcul pour calculer la densité de la population. Dans le cas du chevreuil sur le territoire de la Gaspésie, le plan de gestion prévu pour le Québec entre 2010 et 2017 dit que la densité des chevreuils optimale sur le territoire de la Gaspésie doit se situer entre 0,5 et 1 individu par km². Présentement, elle se situe à 0,6 individus par km². On peut donc en dire qu'elle est optimale et qu'il ne servirait à rien de faire des démarches pour la changer. Si on se fie à ce fameux plan de gestion, il devrait y avoir assez de nourriture sur le territoire pour assurer le maintien d'une population en santé. Pour pouvoir correctement interpréter la densité d'une population, on doit prendre en compte la distribution. La distribution est la façon dont les individus d'une population sont regroupés ou encore éparpillés sur le territoire. Il y a deux options qui s'offrent à nous. Une distribution peut soit être uniforme ou en agrégat. Une distribution uniforme voudrait dire que les individus de la population sont éparpillés également sur le territoire, alors qu'en agrégat voudrait dire qu'ils sont regroupés dans des régions précises. Dans le cas des chevreuils, on parle d'une distribution en agrégat. Puisque ce sont des animaux, ils ne sont pas répartis uniformément. Ils se déplacent et se regroupent. Depuis quelques années, nous avons remarqué que nos hivers sont beaucoup moins rigoureux qu'avant. Effectivement, il fait moins froid et nous recevons moins de neige que dans les années 90. De plus, puisque les chevreuils étaient en moins grande quantité, la faune a permis aux citoyens de les nourrir. Grâce à cela, les serres de Virginie se sont multipliées mais non bien loin des habitations. Aussi, les ressources naturelles sont de plus en plus abondantes et le taux de natalité augmente constamment. Dans la hiérarchie d'un écosystème, chaque espèce occupe un rang particulier, principalement déterminé par leur emplacement au sein de la chaîne alimentaire. Ce rang représente le niveau trophique. Le chevreuil est à la base d'un herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit d'herbage, de bourgeons et de jeunes pousses d'arbres, comme des pousses de sapin. Toutefois, dans les dernières décennies, les chevreuils ont modifié leur comportement et ont évolué de sorte à pouvoir manger un plus grand éventail de nourriture, comme les céréales qui poussent dans les champs des agriculteurs, ce qui cause beaucoup de complications pour ceux-ci. Les herbivores, dans notre cas ici les chevreuils, font partie du premier ordre. Ils sont donc placés au-dessus des producteurs primaires, les organismes capables de produire de la matière organique comme les végétaux, dans la chaîne alimentaire, mais sous les consommateurs de deuxième et de troisième ordre, donc les petits et les gros carnivores qui se nourrissent des consommateurs de premier ordre. Le flux d'énergie, c'est la circulation d'énergie d'un niveau trophique à un autre dans un écosystème. Donc, ça va partir du soleil, qui est le réservoir initial et inépuisable dans n'importe quel écosystème. Une partie de l'énergie de celui-ci va se transmettre sous forme d'énergie chimique, puis une autre qui va permettre aux organismes de vivre et une autre pour ses activités sous forme de chaleur ou de mouvement. Puisque c'est pas une boucle fermée, c'est-à-dire que l'énergie se régénère pas toute seule, il faut donc constamment de l'énergie pour que le flux demeure. En gros, le flux de matière est le cycle auquel la matière est transmise d'un niveau trophique à un autre dans un écosystème. Ceci débute par la fabrication de matière organique, donc biomasse, faite par les producteurs. Celle-ci passe entre un niveau trophique à un autre jusqu'à être amenée à son point de départ sous forme de matière inorganique. Contrairement au flux d'énergie, le flux de matière forme un cycle fermé car il n'y a pas de source de nouvelle matière. Ainsi, il s'agit de la même matière qui circule puisqu'elle se recycle constamment. Pour que les chevreuils survivent et s'alimentent, il est nécessaire que la nature soit en santé.
Donc, la productivité primaire comporte 4 facteurs qui influencent le tout. Premièrement, la quantité de lumière est très importante puisqu'elle permet de faire de la photosynthèse et les ondes éclairées sont plus rares. Aussi, la quantité d'eau disponible est très importante. L'eau est nécessaire à la photosynthèse et à l'écosystème forestier productif. Sans eau, la végétation ne poussera pas. Ensuite, l'accès aux nutriments est essentiel à la productivité. Le carbone, l'azote, le fer, le phosphore, le psyllium, le potassium sont nécessaires pour la croissance et la photosynthèse des producteurs. De plus, la température est un facteur qui favorise la productivité primaire. Effectivement, un écosystème forestier à une température douce, donc pas trop froide ou trop chaude, est plus favorable qu'un écosystème polaire. Grâce à une bonne productivité primaire, les chevreuils pourront bien s'alimenter et vivre. On peut voir que le cycle biologique des chevreuils est semblable au cycle biologique des coyotes, mais décalé par rapport à lui, ce qui est l'indice probable d'une relation prédateur-proie entre ces deux espèces. Donc, lorsque l'on observe beaucoup de coyotes, il y aura donc beaucoup moins de chevreuils et inversement dans l'autre cas. Merci de votre écoute en espérant que vous en avez appris plus.